Donc, vous voyez, lire, donc c'est une chronologie de l'univers observable du Big Bang au son de Planck et Escher. La chose, c'est que lorsque vous êtes dans le Gamma, c'est-à-dire les savants du Mandé, on vous dit qu'au départ, Ama était seul. Vous voyez, il est celui qui décida le monde, puis de la vie avec sa parole et compagnie. Dieu créa alors un œuf, car au début, il n'y avait rien, l'œuf du monde. Et il s'y plaça sous la forme de mouvements tournoyants. C'est à nouveau la spirale. Voyez-vous? Alors une graine peau se déposa, minuscule au centre de l'œuf, qui évoquait aussi un placenta. Donc, la chose, c'est que on a carrément ici le discours de formation du noyau du Big Bang, ce qui est quand même assez extraordinaire de retrouver ici le discours de formation du noyau du Big Bang. Donc, il faut écouter ça. Dieu commença par tracer les signes. Les signes se sont transformés en dessins. Dessiner, c'est faire commencer à être l'eau, l'air, le feu, la terre. Les signes du début, les signes de Dieu sont tracés dans le noir, couleur d'eau, sous les autels au moment de leur fondation. Au commencement, Dieu se tenait à l'intérieur de l'œuf du monde. Il était comme un mouvement tournoyant. Une graine se déposa, minuscule, invisible, au centre. La graine éclata et la parole de Dieu s'y enroula. La graine, l'œuf du monde, c'est aussi un placenta. Au sein de cette matière vivante, Dieu créa les premiers êtres animés, deux paires de jumeaux mâles. Et Dieu leur destinait une épouse parfaite, leur sœur jumelle. Mais l'un des jumeaux, Ogo, voulut devenir le maître du monde. Il se disait aussi savant que Dieu. Il se lança, les yeux fermés dans le vide, en arrachant un morceau de son placenta, qui forma la terre. Puis, il déroba au ciel les graines de Dieu, son Père, et il les sema. Dieu assécha ce premier champ. Seul poussa le fonio qui devint rouge et impur comme le sang menstruel. Ogo venait d'inventer l'agriculture, mais il avait introduit le désordre dans le monde. Pour mettre fin à ces actions déréglées, Dieu priva Ogo de sa voix et le transforma en quadrupède, le renard pâle. L'obscurité régnait toujours. Alors, Dieu décida de réorganiser l'univers. Il sacrifia le frère jumeau du renard pâle, Nommo. Il lui trancha le sexe, il lui trancha la gorge. Un flot de sang inonda l'espace vide. Et la première étoile se mit à briller, Sirius, le nombril du monde. Alors, le point de départ est le suivant que j'aime beaucoup raconter parce que c'est lui qui a tout déclenché. Griot, qui m'aimait bien, me dit, écoutez, voyez, actuellement, j'ai appris une chose avec ce vieillard qui est venu me trouver, c'est que les cérémonies du Sibis, qui ont lieu tous les 60 ans, sont marquées par un événement sidéral important, c'est l'éclipse de Sirius et de son satellite. Moi, j'ignorais tout de Sirius. Je l'ai trouvé, d'ailleurs, mais ça c'est formidable. Et puis il me dit, mais voyez, oh, ce qui est bizarre, il me regarde avec un sourire. Et puis il disait, ça voulait dire que c'était Claustra, je suis tombé dedans. Mais oui, ce qui est bizarre, c'est que le satellite de Sirius n'est pas visible à l'œil nu. Alors moi je tombe dans la trappe, je dis, bah, si c'est pas visible à l'œil nu, les deux mondes ne peuvent pas le voir. Et alors là, il me dit un ton très sérieux et amusé, écoutez, je savais depuis le début que vous étiez un petit con. Vous feriez mieux de retourner au Pont-et-Chaussée. Vous n'êtes pas doué pour l'ethnographie puisque vous répondez comme ça. Et puis je réfléchis de ça et il me dit, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les méthodes de la fabrication des ponts, le rationalisme, il ne faut pas en tenir compte quand on fait une enquête. Et le miracle s'est passé bien après sa mort, quand j'ai présenté les films que nous avions tournés avec Gabriel Terlin sur le Sibis à
Massachusetts, et on a eu les cours tout à côté de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et là, j'avais comme élève la fille d'un astronome de MIT. C'est un astronome qui s'intéresse à la paléoastronomie, c'est-à-dire à l'astronomie ancienne. Et alors, elle dit ça à son père qui réfléchit. Et ce brave chercheur en astronomie découvre, puisqu'il y avait un doute, que Sirius n'a pas toujours été l'étoile que nous connaissons, que 50 ans ou 100 ans avant le Christ, c'était une étoile rouge, c'est-à-dire une étoile double, qui a eu une catastrophe. Les deux étoiles se sont rencontrées, et ensuite il y a eu Sirius, une grosse qui a triomphé, et les petits morceaux qui ont tourné autour. Donc il y avait là donc cette idée, et il m'a envoyé le texte correspondant. C'est grâce à ça que l'on connaît l'histoire. Sirius était visible jusqu'en 50 avant Jésus-Christ. J'étais en train de filmer, il était dans le soleil. Et le soleil apparaît, à un moment donné derrière, et à ce moment-là, Yamuna avec qui j'ai parlé, car on parle en filmant, me dit, et tu vois, voilà Sirius et son satellite qui sont venus en même temps que le soleil. Et il me montre un rocher qui représente Sirius, et un petit rocher à côté qui représente le satellite de Sirius. Et le monde fait une chose extraordinaire à notre avis, c'est d'avoir installé eux-mêmes leur propre préhistoire. Quand on vous parle d'une représentation de Sirius qui est de rocher, c'est un aménagement du territoire pour eux proto-historique. Je dis carrément préhistorique et proto-historique. Alors, c'est ça qui est remarquable. Ils sont non seulement extrêmement forts sur le plan des connaissances et du langage et de tout ce que ça veut dire, mais en même temps, ce sont de véritables préhistoriens qui a installé avec cette prodigieuse rigueur. Ça, je suis prêt à en témoigner, je me bats avec des plans, des cartes et des choses comme ça. Leur système est inscrit par eux volontairement. Et ça sert naturellement de base au rituel. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de montrer ici? C'est que le texte est une allégorie, en fait, à cheminement stellaire, c'est-à-dire la formation de l'univers. Mais c'est raconté avec des allégories. Alors, vous voyez, quand on voit chez les Dogons, vous voyez, que du verbe Dhamma est issu la tome de l'univers, d'où sont sortis tous les êtres. Donc vous voyez que là, on rentre dans ce qu'on appelle la cosmologie de Planck. Parce que Planck dit que c'était un noyau de 10 puissance moins 32. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une tête d'épingle. Et l'anneau de l'univers initial des Dogons, la graine peau, mais autre que le noyau initial des scientifiques. Bon, maintenant, qui fut le point de départ du Big Bang? La notion de mère des paroles des Dogons, c'est ce qu'on appelle le code cosmologique. Parce que c'est la mère des paroles qui part son rythme. Vous savez que le problème, on ne se comprend pas toujours dans le domaine de la science entre Européens et Africains, parce que pour l'Africain, il ne compte que le temps. Mais l'Africain considère que ce n'est pas le temps qui donne l'énergie, c'est la musique. La musique donne son énergie au temps. Parce que nous fonctionnons par des boucles. Pitic, pitic, boum. Boum, boum, bim, bim. 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 Mais dans le pitic, pitic, boum, atome de ci, atome de ça, célibat, boum, boum, bim, bim, tout éclate. Petit, boum, c'est-à-dire chaque chose reprend la parole initiale. Libère de trucs qui éclatent. La chose reprend libère de trucs qui éclatent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est le temps musical. C'est pour ça qu'on parle de mère des paroles. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait que Dieu ait dit par le verbe qui est important pour nous. C'est que cette verbe, il y a une puissance. Et cette puissance, c'était le chant. C'est pour ça qu'on parle de mère des paroles qui est une parole chantée. Vous voyez, en égyptien ancien, donc c'est Meret. Meret, c'est la mère des paroles, c'est le chant. Donc, si on va maintenant voir les Nvet, les savants de Nvet au niveau de tout ce qui est Gabon, Cameroun et compagnie,
Ils disent qu'au commencement, Eyo, Dieu était seul. Donc, vous voyez que toutes les cosmologies africaines, Dieu est unique. Il n'y a pas de cosmologie où il y a deux dieux, trois dieux, ça n'existe pas. D'accord? Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout était en lui, tout était néant. Il n'y avait pas de temps, tam, ni d'espace, lamé, ni de matière, beinou. Il était hors de tam, de lamé et de beinou. C'est-à-dire que ici, vous avez un postulat théologique qui est de dire que on arrive à un moment où il n'y a pas de temps. Donc le fait de ne pas avoir de temps, c'est le fait de ne pas avoir donc d'espace-temps non plus. Parce que l'absence, donc au niveau du temps, crée une absence au niveau de l'espace-temps. Et ça, c'est intéressant de pouvoir voir ça. Regardez ici. Je vais vous montrer ça dans ce documentaire. Vous voyez? Oui, d'accord. Picik bu. Voilà, regardez ça. Hein. Regardez ça. Ce qui va être dit là, c'est exactement ce qu'on dit dans l'objet. 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, le temps de Planck. À un moment donné, que l'on ne saurait définir, car le temps, l'espace et la matière n'existaient pas encore. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire que ce que Bozo est en train de dire, voyez-vous, c'est exactement ce que... Regardez, il n'y avait pas de temps là, stable, il n'y avait pas d'espace lavé, ni de matière méno. Vous pensez qu'on avait besoin de machin, Hubble, pour dire ça? Si les Européens voulaient arrêter de dépenser de l'argent inutilement pour observer le ciel, ils seraient allés voir les Africains. Parce que ce qui est dit là, vous voyez, ce qui est écrit, ni de temps lavé de méno, c'est exactement ce que vous entendez dans arriver à dire exactement la réalité. Regardez ça. Que nous allons vous compter. 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, le temps de Planck. À un moment donné, que l'on ne saurait définir, car le temps, l'espace et la matière n'existaient pas encore, une chose étrange se produisit. De ce rien apparut quelque chose, une chose de dimension nulle et d'infiniment chaud, notre univers. Bon. Donc, tout se réduisait à lui. Il prit la couleur or, la couleur cuivre, les mélangea, les malaxa, et fit une boule semblable à un œuf. Il l'appela Akilos Eyo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence et l'enferma dans l'œuf primordial qu'il appelait Akilos Eyo et lui dit: sors de là par tes propres moyens. Mais je ne peux pas, lui dit Nieman. Nieman l'intelligence. Eyo dit alors à Nieman: je t'envoie la volonté avant et la puissance et inamina. Appuie-toi sur eux pour sortir. Nieman se satura de volonté, s'irradia de puissance, s'échauffa, du rouge feu aveuglant au blanc incandescent, n'y pouvant plus tenir, Akilos explosa. Tout ce que vous entendez là, c'est le texte de la Genèse africaine universelle de tous les peuples africains. L'environnement de l'univers est si extrême, masse de l'univers concentré dans un point et température infinie, que notre physique est pour l'instant humblement muette. Sauf la théologie africaine, qui est extrêmement prolixe sur ce qui se passe à ce moment-là, à l'autre de l'univers. C'est cette aventure que nous allons vous conter. 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, le temps de Planck. À un moment donné, que l'on ne saurait définir, car le temps, l'espace et la matière n'existaient pas encore, une chose étrange se produisit. De ce rien apparut quelque chose, une chose de dimension nulle et d'infiniment chaud, notre univers. Personne ne saurait dire ce qu'il y avait avant ce point zéro. D'ailleurs, pourquoi y aurait-il eu quelque chose plutôt que rien? Voilà, vous voyez, et l'Afrique a déjà répondu depuis la nuit des temps à toutes ces questions. Donc, la chose c'est que, vous voyez, c'est malheureux de voir que nous avons autant de choses et que nous n'avons pas
de bon sens. Quand vous prenez la notion d'espace-temps, la notion d'espace-temps, on renvoie à Einstein, vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle l'essence quantique de l'espace-temps. La gravité et l'espace-temps ne seraient que le produit final en 3 dimensions de la manifestation la plus étonnante de la physique. L'intrication quantique, dans un espace n'ayant que 2 dimensions. Donc vous voyez, l'idée de l'univers serait construite à partir d'informations popularisées dans les années 90 par le physicien américain John Wheeler, c'est son expression « it from me ». La chose, c'est que lorsque nous évoluons dans la notion d'œuf initial, donc au niveau de la théologie du Congo, on voit qu'au commencement de toutes les choses, l'esprit est né, Maui Jananjila, donc c'est-à-dire Dieu, le premier, le grand créateur de tout, se manifesta seul, donc toujours seul, monothéiste, par sa propre action. Maui Jananjila, en tant qu'unique créateur immortel, possède toutes les sciences, tous les pouvoirs, toutes les connaissances. Ainsi fut-il dit, de multitudes d'êtres procédant à la longue d'un seul œuf. C'est ainsi que la multitude de toutes choses est issue d'un seul œuf. Maui Jananjila désigne Dieu contenant tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore, comme le atum. D'accord? Maui Jananjila, au départ, fut fun à être, d'où son nom particulier de cette expérience temporelle initiale, Boumawidja, le seul à être. L'expression « tout était dans l'œuf » signifie que le temps, l'espace, la matière, l'énergie, la vitesse n'existaient pas encore, tout était encore confondu. Comment nos ancêtres font pour savoir ça? Parce que l'Européen passe par des multiples de télescopes, par des machins qui laissent tout le monde sur sa faim, FAIM, puisque tout l'argent est pris dans la recherche, il n'y a même plus pour faire à manger correctement, vous voyez? Et l'œuf joue le rôle du nous, d'où la phrase l'énergie, le souffle, l'eau, le feu, la lumière, les ténèbres du ciel, du sommet, sont des choses qui n'existaient pas en Maui Jananjila et qu'il fit émaner de sa propre personne. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de la phrase que vous avez dans un texte sacré africain. Là, ce n'est pas Dieu qui crée la terre le premier jour et qui le 4e jour crée le soleil qui fait que le jour apparaît le 5e jour. Hein. Là, c'est sérieux. Là, c'est les textes sacrés africains. L'énergie et le souffle. Le souffle va donner quoi? L'inflation de l'univers, mes très chers. Pour faire l'inflation, il faut du souffle. Mais comment le souffle se propage, il faut de l'énergie. Comment il fait pour savoir ça? L'énergie et le souffle, l'eau, le feu, la lumière, les ténèbres. Vous voyez? On rentre non seulement dans les 4 éléments, mais dans les oppositions qui vont créer les champs d'énergie. Du ciel, du sommet, c'est-à-dire dans l'univers aux confins de l'espace, sont des choses qui n'existaient pas initialement en Maui Jananjila, mais qu'il fit émaner de sa propre personne. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'à l'origine, dans le noyau cosmique de l'univers, il y a des choses qui n'y étaient pas, mais qui sont apparues. C'est pour ça que les textes sacrés disent une chose qui est extraordinaire, que tout existait, mais sous une forme informe. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Lisez Cosmogenes Camille. Regardez les textes que j'ai mis dedans. Tout existait, mais sous une forme informe. Et vous allez comprendre de quoi nous parlons après. Donc du coup, maintenant la notion de septépi, c'est là qu'on a frappé fort. Le septépi, le texte dit, même cette qui ferait paître, le ciel n'existait pas encore. Même cette qui ferait ta, la terre n'existait pas. Même cette qui ferait Remetchou, les hommes n'existaient pas. Même les sites Netcherou, les divinités n'avaient pas encore été implantées. Même cette qui ferait Mout, la mort n'existait pas encore, comme la vie n'existait pas encore. Donc s'il y a eu un septépi, mes chers amis, s'il y a eu un septépi, c'est-à-dire un instant T, mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cet instant T? Car pour nos ancêtres, il n'y a aucune chose qui arrive sans raison. Donc il y a bien une raison qui peut expliquer l'explosion du Big Bang initial. Voyez-vous? Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez qu'ici on dit qu'à l'origine, il y avait une soupe d'atomes. Vous voyez? À l'origine, disent les astrophysiciens, il n'y avait pas de matière, ni même d'atomes. Il n'y avait qu'une immense soupe de particules élémentaires, énergétiques, c'est-à-dire de l'énergie pure qui flottait de façon relativement compacte dans l'espace électron-photon quark. La température avoisinait quelques millions de degrés, la densité était énorme et il régnait à l'intérieur le plus grand chaos.
Ayant atteint l'extrémité du potentiel de confusion énergétique, une gigantesque explosion a alors entraîné l'expansion de l'univers qui a progressivement créé le monde par des transformations successives. Vous vous rappelez le mot de Képri de hier? Képri qui signifie des transformations successives. D'accord? C'est l'explication du Big Bang terme qui a été introduit par Fred Hoyle en 1950. Maintenant, si vous prenez ceci, mes chers amis, là nous allons partir bien, loin, la naissance de l'Énéade. À l'origine, disaient les savants kabbalistes de la vallée du Nil, un méta-univers appelé Nun contenait toutes les potentialités de l'univers dans une forme informe. La plus grande confusion régnait, le chaos a atteint son paroxysme, c'est alors que jaillit l'existant, qui œuvra pour mettre un terme au désordre en mettant en marche ce projet de création. Voyez-vous? Donc c'est ce premier noyau de 10 puissance moins 33 cm. Mais la chose, c'est que les ancêtres ont noté ce méta-univers initial avec des graphies. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez 3 vases qui contiennent les quarks, les photons, mais c'est extraordinaire. Mais revenez en arrière. Je vous dis électron, photon, quark. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 vases. Et à l'époque où les électrons, les photons et les quarks ne s'étaient pas encore rencontrés. Et ça se passe où? Ça, c'est le ciel, la voûte céleste. Et ça, c'est quoi? Ce sont les fluctuations. Ce que vous voyez là, ce sont les fluctuations. Chaque vase contient des fluctuations, mais comme la fluctuation, elle est unique dans chaque vase, l'explosion ne peut pas encore avoir lieu. C'est le choc de ces 3 vases qui va créer la rencontre de 3 fluctuations, et ça va se passer dans l'espace, et qui va commencer à engendrer l'univers, alors que c'est une tête d'épingle. Mes chers amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train de dormir. Vous savez pourquoi je vous dis que vous êtes en train de dormir? Parce que je suis en train de chercher des moyens pour faire un documentaire, pour expliquer ce que c'est que le Big Bang à des apprentis chercheurs qui pensent savoir ce que c'est. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé avant le temps de Planck. Or, toute la théologie, cosmothéologie africaine ne parle que de ça, ce qui s'est passé avant le temps de Planck. Pourquoi? Parce que quand tu fais une maison, on fait une fondation. Si on n'a pas fait une fondation, la maison ne tient pas. Or, durant ce temps-là de 10 puissance moins 45 secondes, c'est là où l'univers a fondé les fondations. C'est-à-dire Dieu a fondé les fondations de l'univers sur un projet de plusieurs milliards d'années. Et nous sommes le fruit de ce projet. Parce que nous sommes issus de ce Big Bang-là aussi. Voyez? Donc du coup, voilà le Nun initial qui apparaît. Voyez-vous? Et chose particulière, on arrive à l'Énéade. Atum, dès sa sortie du Nun, engendra le premier couple de Netchengu, à savoir Chou, qui représente l'air, Tefnit, qui représente l'eau. À leur tour, ils engendraient Gebenout. Mais le problème, c'est que Gebenout était amoureux, mais d'un amour fusionnel. Ils ont refusé de se séparer. Et cette situation a hérité Atum parce que ça peut créer un retard dans son projet d'inflation de l'univers. Alors il a dit à Chou, il faut que tu interviennes, parce qu'il faut relancer le processus. Et c'est pour ça que Johann Peter Adolf Hermann dit, depuis que le ciel et la terre ont ainsi été séparés, toutes les choses ont reçu leur disposition actuelle. Mes chers amis, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Lorsque Dieu crée Chou et Tefnut, c'est-à-dire l'air et l'eau, l'air et l'eau vont créer Gebenout, c'est-à-dire la terre et le ciel. Mais Gebenout, voyez-vous, ne vont pas vouloir se séparer. Voilà Nout qui représente le ciel. Voilà Geb qui représente la terre. Et ils étaient collés l'un sur l'autre. Donc quand ils sont collés l'un sur l'autre, quel est le problème? Le temps ne peut pas exister, parce qu'il n'y a pas de distance. Mais la matière non plus ne peut pas exister. Et l'espace-temps ne peut pas exister. Mais l'énergie ne peut pas exister, la fluctuation non plus. Donc au départ, c'est là et nous, ensuite. Là, vous regardez une chose. En cosmologie, l'ère de Planck désigne la période de l'histoire de l'univers au cours de laquelle les 4 interactions fondamentales, électromagnétisme, interaction faible, attraction, interaction forte et gravitation, étaient unifiées. C'est de ça dont on parle quand Geb et nous étaient collés. D'accord? C'est-à-dire qu'elles s'appliquaient en même temps, ce qui empêche de la décrire à l'aide de la relativité générale ou de la physique quantique.
puisque ces théories sont incompatibles, sont incomplètes et ne sont pas valables, et ne sont valables que quand la gravitation et les effets quantiques peuvent être étudiés séparément. Mais nos ancêtres ont transformé les effets quantiques de la formation de l'univers en divinité pour nous permettre de comprendre comment Dieu a créé l'univers. Et vous êtes, Jésus-Christ vous fait croire que c'est des Souroniens, mais qui a créé ça si ce n'est que son Père lui-même? Qui a créé ces divinités, qui ne sont pas des polythéismes. Ce sont des phases successives de la même chose. Mais regardez une chose, regardez bien de quoi je parle. D'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que l'explosion a eu lieu ici et que l'expansion a eu lieu là? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la distance qu'il y a entre l'explosion du Big Bang et l'expansion de l'univers? Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est le moment où Gab-Benut était collé. Le processus est lancé, mais ils sont collés. Et donc, du coup, Dieu se rend compte qu'il retarde le processus. Parce que n'oubliez pas que nous, on ne pense pas en temps, on pense en rythme. Ne réfléchissez pas comme des Occidentaux. Nous, c'est le rythme. Laissez les gens dans leur histoire de l'eau debout. Nous, c'est le rythme. D'accord? Un musicien africain est un cosmologue. S'il n'a pas atteint cette dimension-là, il n'a pas encore compris ce que c'est que la musique. La musique, c'est le rythme qui engendre la puissance énergétique et qui alimente les cellules en énergie. Voilà pourquoi il ne faut jamais chanter n'importe quoi. C'est important. Maintenant, ce qui se passe, regardez bien, c'est que le fait que Gab-Benut soit collé, Dieu appelle son premier fils Chou. Chou, c'est l'air. Et lui demande d'intervenir pour séparer Gab-Benut. Et qu'est-ce qui va se passer quand il sépare Gab-Benut? Il va se produire ça, mes chers amis. Ça, l'expansion. Et là, l'énergie peut commencer à exister. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Regardez bien, c'est-à-dire là, nous sommes au début de l'expansion de l'univers. Au moment où le ciel est en train de se soulever et la Terre retourne, c'est exactement maintenant que vont apparaître ce qu'on appelle les forces gravitationnelles. Et c'est pour ça que sur tous les schémas, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un retard au démarrage. Et nos ancêtres ont vu ce retard au démarrage. Mais ils ont dit, c'est parce que le ciel et la terre étaient tombés amoureux. Et ils s'étaient collés et on ne pouvait pas avoir d'espace-temps. Et vous voyez bien que l'inflation, c'est l'introduction de l'air. Donc, c'est-à-dire une énergie qui va créer la distanciation. Et depuis que Chou est rentré en action et qu'il a séparé le ciel et la terre, l'expansion n'a pas arrêté de se poursuivre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que disent les spécialistes. L'égyptologue Jean-Pierre reconnaît que la cosmologie kamite explique comment le monde s'est formé, passant du chaos à l'univers dans lequel nous vivons. On vous dit que c'est un texte sacré, mes chers amis. Ça n'a jamais été un texte sacré. Parce que nos ancêtres se sont retrouvés coincés. Nos ancêtres étaient en train de dire la science. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin. Et que c'était plus possible d'expliquer. Parce qu'il y avait trop de théories de physique à maîtriser pour arriver là. Et il y a eu un gars qui a eu l'éclair de génie qui a dit, mais si on transforme tout ça en spiritualité, le fait de transformer les fluctuations quantiques en divinité, est-ce que finalement ce ne serait pas plus simple à expliquer? Donc lorsque vous me demandez, est-ce qu'Osiris a existé? Là où vous le cherchez, ce n'est pas là où il est dans les fluctuations quantiques. Il est dans chaque molécule, dans chaque atome qui vous compose. Il est là, comme Aceta est là. Comme Dieu est là, dans chaque molécule et fluctuation quantique, parce qu'on n'a jamais parlé de divinité. On n'a fait que de la science depuis le début. Et les gens le voient, regardez. Bergson dit l'intérêt de ces observations est de montrer jusqu'à quel point les Égyptiens avaient poussé la réflexion sur les origines, au point que l'astronomie moderne n'a pas dépassé encore, puisque, au-delà de la théorie de l'explosion initiale, on n'a encore inventé que celle de l'univers pulsant, ce qui est une somme de formulations plus compliquées de la même aporie. Donc c'est-à-dire, on te dit que tout ce qu'ils ont fait avec tous les satellites qu'ils ont envoyés dans l'espace, ils n'ont jamais dépassé la science africaine. Et le problème, c'est que la science africaine explique une chose. Récrète, c'est la science. Et récréative, il faut connaître par le cœur. Et la mission de la philosophie africaine est que l'homme trouve sa place dans un ordre de l'univers qui s'est fait sans sa présence. Mais encore faut-il qu'il comprenne comment le Big Bang n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi
Nous avons fait de la spiritualité, pas de la religion. Parce que les fluctuations quantiques sont à l'intérieur de l'homme, pas à l'extérieur de lui. Il ne peut pas chercher à l'extérieur ce qui est en lui. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La forme d'atome est celle de l'univers. Regardez une chose. Il y a dans le discours de Platon quelque chose d'extraordinaire. Il dit que lorsqu'il a été en Afrique, se former, il est resté 13 ans, il y a un prêtre qui lui a dit que quand Dieu a formé les 4 éléments, c'est-à-dire le feu, l'air et l'eau et la terre, en fait ces 4 éléments-là, dans la dimension immatérielle sont les divinités, mais dans la dimension matérielle sont des formes géométriques. Mais des formes géométriques en 3D. Vous voyez? Donc le feu, chou, c'est le tétraède, l'air, tefnou, c'est l'octaèdre, la terre, gelb, c'est l'hexaèdre, et l'eau, nout, c'est l'icosaèdre. Donc voilà les 4 formes. D'accord? Les 4, si vous voulez prendre une photo, je vous donne 2 ans. Donc voilà les 4 choses donc, qui sont à l'origine de la base de l'univers. Donc les 4 structures, parce que pourquoi c'est important de comprendre la dimension volumineuse en 3D? Parce que c'est un corps énergétique. Quand tu bois de l'eau, tu ne bois pas que de l'eau, tu t'alimentes en énergie. C'est ça les enjeux. Quand tu respires l'air, c'est la même énergie contenue dans l'eau que tu respires contenue dans l'air. Est-ce que vous êtes conscient que nous sommes des poissons dans l'air? Parce qu'il y a des poissons dans l'eau. Mais vous pensez que le poisson est conscient qu'il est dans l'eau? Non, il ne voit même pas l'eau. Mais nous sommes des poissons dans l'air. Parce que l'air, c'est l'antimatière de l'eau. Mais si je veux avancer, il faut qu'il y ait de l'eau, air, de l'air, l'eau, là. Et tout ça, en fait, c'est un immense aquarium dans lequel il y a de l'air, qui est la forme antimatière de l'eau, et qui me permet, comme le poisson, de me mouvoir. Est-ce que vous en êtes conscient? Maintenant, vous enlevez ça, si je me mets à parler, je serai comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'air qui propage le son de ma voix. Ce n'est pas simplement la respiration, mais sans air, il n'y a plus de voix. Et comment les Africains ont fait pour savoir ça? Parce qu'il faut des caisses. Hein, où on enlève, il faut faire de la science avancée avec des laboratoires où tu enlèves l'air dans une salle pour voir que le son ne progresse plus, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de support. Les Dogons te disent que tu enlèves l'air, il n'y a plus de son. Et que le son se propage dans l'air de façon hélicoïdale. Comment le Dogon fait pour savoir que le son se déplace de façon hélicoïdale? Non mais mes chers amis, réveillez-vous. L'université n'est pas ici, l'université du savoir, elle est au pays. Parce que ceux-là font tout ça sans crever le budget de l'État. Et donc du coup, voilà que il dit, écoutez ça, il dit à Platon, le prêtre égyptien, qu'il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a un 7e élément, qui est le dodécaèdre, et qui est la forme d'atome, c'est-à-dire celui qui contient tout. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette affaire? Écoutez, regardez ça. On va gagner du temps. Voilà les 5 polyèdres, d'accord? Vous avez donc le tétraèdre qui représente le feu. L'hexaèdre, donc qui est un cube, d'accord, qui représente la terre. L'octaèdre, vous voyez, qui représente l'air. L'icosaèdre, qui représente l'eau. Et le dodécaèdre, qui est l'atome qui contient les 4 formes et la totalité des autres formes, le dodécaèdre. Donc, l'élément feu, vous voyez, forme géométrique associée au chiffre 3. D'où le fait que le feu, c'est le souffle de l'esprit. Bon. Maintenant, l'élément air, octaèdre, biface, base carrée, comme dans les pyramides, l'apparition future de la matière. D'accord? Quand on arrive à l'hexaèdre, c'est le cube. Donc l'apparition physique de la matière. Vous voyez, dans sa stabilité fondamentale. Après, vous prenez l'élément eau, icosaèdre, préfigure la dépendance de l'élément terre à l'élément eau. D'où la combinaison des deux. Bon. Et après, vous arrivez au dodécaèdre. Écoutez ça. Moi, mes ancêtres me donnent mal à la tête. Il y a des fois, je ne dors pas la nuit. J'ai mal à la tête. Parce que regardez ça. Quant au dodécaèdre de forme sphérique, il contient l'ensemble des 4 formes géométriques en lui, car il manifeste l'idée de la totalité du tout dans tous les domaines. Il symbolise Atum, Dieu lui-même, qui est à la fois parcelle et totalité de toute sa création physique et métaphysique. On vous dit que Dieu, dans la tradition africaine, je vais vous dire une chose, hein, ne parlez jamais de Dieu avec quelqu'un qui n'est pas noir. Moi, je ne parle pas de Dieu avec des gens qui ne sont pas noirs.
Vous comprenez l'affaire? Parce que je suis fatigué d'entendre des bêtises. Il symbolise à tout Dieu lui-même qui est à la fois parcelle et totalité de toute sa création physique et métaphysique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous étions là au premier et personne ne veut nous écouter. Les gens dépendent des millions de dollars pour faire des télescopes, alors que la solution, nous l'avons depuis longtemps. Parce que nous sommes les premiers à avoir observé l'univers. Je rappelle que l'homme noir y avait il y a 360 000 ans. Donc pendant 300 000 ans, on a observé le ciel. Vous comprenez l'affaire? Et donc, la chose, c'est qu'on a envoyé dans l'espace un satellite. Et regardez ce que M. Lubinet, d'accord, qui est du CNRS, raconte à propos de ce satellite. C'est-à-dire que le satellite est parti dans l'espace faire une photo du fond diffus de l'univers. Voyez-vous? Et quand il est parti faire une photo du fond diffus de l'univers, on a ramené cette photo au type. D'accord? Et la chose, voyez-vous, voilà, on va essayer de prendre ici. La quinte et la tierce des harmoniques secondaires, et quand vous regardez de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire les grandes longueurs d'onde et les grandes vibrations, vous voyez que l'univers observé ne vibre plus à partir d'une certaine taille, d'une certaine échelle que l'on observe dans l'univers. Alors vous dites, mais là il y a un truc bizarre, parce que si l'espace est infini, beaucoup de cosmologistes croyaient, et croient encore d'ailleurs, que l'espace est infini. Et si l'espace est infini, il vibre sous toutes les longueurs d'onde, bien entendu. Il y en a des petites, puis il y en a des grandes. Mais si l'espace est fini, comme un instrument de musique, comme une corde de guitare, comme une corde de violon, où vous jouez la corde de guitare, où vous avez la note principale, vous avez les notes secondaires, les harmoniques secondaires, mais vous avez une coupure dans les graves, forcément. Vous ne pouvez pas avoir de vibration de longueur d'onde plus grande que la taille de la corde. Et bien donc, il manquera des graves dans un instrument, tout instrument de musique de taille finie. Eh bien, assimilons l'espace à un instrument de musique un peu compliqué, spatio-temporel, mais fini, pour expliquer l'absence observée de vibrations dans l'univers. Ben, il se trouvait que parmi les innombrables espaces chiffonnés, mathématiques et très abstraits que nous étudions avec mon équipe depuis quelques années, il y en avait quelques-uns qui pouvaient expliquer ce défaut de vibration de l'univers. Alors c'est un modèle d'espace qui porte un nom un petit peu barbare, qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré. L'espace sphérique, ça veut dire que c'est un espace qui a, d'abord il n'est pas plat, il a une courbure, un peu comme la courbure d'une sphère. Ensuite, on l'appelle de Poincaré parce que notre grand mathématicien Poincaré avait entrevu les propriétés mathématiques de cet espace en 1906, sans jamais soupçonner du tout que ça puisse servir un jour pour décrire l'espace réel. Et à cette époque, la relativité générale n'existait même pas, et il n'y avait aucun modèle cosmologique digne de ce nom. Et puis il s'appelle dodécaédrique, et c'est là où ça devient le plus intéressant, parce que quelque part, sa forme globale, sa topologie, elle peut se résumer en un beau chiffonnage d'une belle figure géométrique bien régulière, qui s'appelle le dodécaèdre. Le dodécaèdre, c'est une structure donc qui est presque une sphère, mais pas tout à fait. C'est en fait 12 faces pentagonales associées harmonieusement. Mes chers amis, je vais tenter une réanimation de votre cerveau. Encore. Vous avez... Platon discute avec un savant africain qui lui dit que la forme d'atome est le dodécaèdre parce que l'univers, c'est-à-dire la somme de tout ce que l'atome a créé par sa vibration, est de forme dodécaédrique. On est d'accord? Mais vous avez vu qu'on vous a dit que quand Dieu a malaxé l'œuf, il lui a donné 12 faces. Et le dodécaèdre a 12 faces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cosmologie africaine qui contredit l'autre, d'un bout à l'autre du continent africain. Elle se complète en réalité. Mais vous étiez où là, durant le moment où je suis entendu? Hein? Non, mais là, il faut comprendre l'affaire. Parce que nous sommes dans la science avancée. Nous sommes dans la science avancée.
je ne peux pas tout vous montrer parce qu'on a, il paraît qu'il n'y a pas de temps, mais je vais vous montrer un dossier. Regardez une chose. Vous avez ce monsieur qui est au CNRS. Vous voyez? Donc il est au CNRS et il explique la formation donc, de tout ce qui est machin de la lumière et compagnie. Voilà, CNRS. Je vous laisse écouter ce que ce monsieur dit. Regardez ça. Voilà, donc le voilà, il commence sa conférence, c'est au début. Nationaux, dont la médaille d'or du CNRS, la plus grande distinction en sciences en France. Bon, donc, vous savez, quand vous entendez quelqu'un qui vous sort comme ça, c'est le nombre de laisses qu'il a autour du cou, que vous appelez les diplômes, considérez que franchement, le gars, il a dit au début. Non, mais ça veut dire que c'est vous qui non, mais attends, vous rigolez quoi? Chaque fois qu'on a dit, je suis maître de conférence, docteur, c'est une laisse, c'est une deuxième laisse, c'est une troisième laisse. Vous rigolez quoi? Il y a des chercheurs français qui n'étaient rien, qui faisaient des déclarations. Le jour où ils sont devenus docteurs, ils te disent le contraire de ce qu'ils ont écrit dans leur bouquin quand ils n'étaient pas docteurs. Quand j'envoie des journalistes français les interviewer sur le bouquin qu'ils ont écrit avant d'être docteurs, tu te rends compte qu'ils sont malades aujourd'hui. Vous rigolez ou quoi? Non mais attendez. C'est des laisses. C'est fou qu'il est fou. Atteint de maladie qui s'appelle docteur de ci, machin de ça, maître de conférence, tout ça c'est des maladies mentales. De l'EPR et sur le phénomène d'implication, sur le refroidissement d'atomes par laser, l'optique atomique, la cryptographie quantique. Il a produit durant toute sa carrière des travaux d'une très grande richesse et une très grande diversité, allant de la théorie à l'expérimentation, avec un souci pour les applications, un souci également pour l'enseignement, la diffusion des connaissances, et également un intérêt pour l'histoire des sciences. Alain Aspect est membre de l'Académie des sciences, il a reçu pour l'ensemble de ce travail. Mon discours sera en français, vous pourrez suivre bien sûr ce qui est là-haut. Et dans beaucoup. Voilà, commençons ici. Vraiment rentrer dans le détail des calculs, mais là c'est hard, hein, c'est pas de la vulgarisation. Ils peuvent se référer à ce livre d'optique quantique dont je suis l'un des auteurs. Mais ça, je dirais, c'est niveau master. Hein. Mais s'il y a des gens qui veulent savoir comment on écrit les équations qui correspondent au phénomène que je vais vous décrire aujourd'hui, eh bien, c'est une référence dans laquelle ces choses sont expliquées en détail. Alors, la nature de la lumière a toujours fasciné, bien entendu, les hommes et les penseurs. Et je ne vais pas vous faire une histoire complète de la lumière, mais j'aime beaucoup cette stèle égyptienne dans laquelle on voit le soleil émettre des rayons lumineux qui en fait transportent des fleurs multicolores qui donc sont observées par la dame, je ne me rappelle plus son nom là. Et vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser au modèle de Newton de la lumière formé de particules multicolores. C'est assez amusant. Bon, je ne vais pas commenter beaucoup. Je pense qu'il est intéressant de noter qu'au Moyen-Âge, eh ben, ce sont des empiriques ou des empiristes. Finalement, ils ne discutent pas tellement sur qu'est-ce que la lumière. Par contre, ils font quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ils inventent la lentille, qui permet de corriger la vue de ceux qui arrivent à un âge où les bras deviennent trop courts. Là, j'en vois un certain nombre, je fais partie du club. Les myopes aussi sont contents de bénéficier des choses comme ça. Et donc, ils inventent des instruments, et puis en mettant les lentilles les unes derrière les autres, alors, il y a des gens assez géniaux qui arrivent à inventer le microscope pour voir... Vous voulez la faire? Il mérite même la lentille. Bon. Non, mais ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous êtes ignorant que je passe du temps avec vous. Parce que moi, je vais défoncer ce type-là. Bon. La chose, c'est que, voyez-vous, regardez ici, on vous dit que les lentilles arrivent au XVIe siècle. D'accord? Les lentilles arrivent au XVIe siècle. Je vous dis que c'est faux. Parce que Feder Preti a trouvé des lentilles qui datent de 5000 ans en Égypte. Et regardez ici, là, cette lentille était dans un objet télescopique. D'accord? Regardez, this lens was found in a tomb in Elman, Egypt, and the British Museum. It was mechanically ground, donc ils étaient groupés mécaniquement pour
des effets optiques. 5000 years old. Comment le père fait pour dire que les lentilles apparaissent au 6e siècle alors qu'ils ont au British Museum des lentilles qui datent d'il y a 5000 ans? C'est pas de l'escroquerie. Et tu es CNRS, machin, atomique, tout ça, docteur de toutes sortes de maladies mentales. Mais ce qu'il y a de grave, mes très chers, c'est que pendant que vous êtes à l'école, on vous ment. Vous comprenez ce que je dis? On vous ment sciemment. Parce que l'Occident n'a pas l'intention de dire la vérité à personne. Parce que c'est du business. Voilà les enjeux. Maintenant, regardez ce qu'il appelle, c'est amusant, la dame de Tempéré, qui est la stèle de la dame de Tempéré, puisque monsieur fait semblant d'avoir oublié une stèle au musée du Louvre à Paris. Le gars ne sait pas, il est au CNRS à Paris, il ne sait pas. Bon. Bref. Regardez bien ça, il t'a dit des fleurs, d'accord? Des fleurs, hein? Regardez la fleur grise. Regardez la fleur grise, regardez la fleur grise. La fleur grise apparaît toutes les 3 fleurs. Regardez la fleur grise, regardez la fleur grise, regardez la fleur grise. Et entre les deux, regardez la fleur grise. Vous voyez? La fleur grise, 3 fleurs, vous avez la fleur grise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chose que vous ne savez pas, mes très chers, et que je vais vous expliquer. C'est que la lumière, ce sont des grains. Et regardez ça. Bienvenue sur le courant de Madame Couder. Aujourd'hui, nous allons parler du photon. Nous sommes toujours dans la partie 1 sur l'énergie. Il s'agit de l'épisode 20. C'est parti. Alors, la question qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'un photon? Et une réponse qu'on peut donner qui n'est pas complètement rigoureuse ni correcte, c'est que c'est un grain de lumière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on est en train de prendre le soleil, comme ça, on a l'impression que le soleil nous éclaire en continu, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le temps du rayonnement sur notre corps. Eh bien, en fait, ce n'est pas le cas. Sur notre corps, on reçoit de l'énergie, mais pas en continu. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, et elle arrive par paquet. Vous avez vu les fleurs de la dame de Tempéré qui arrivent de ré par paquet? Et les paquets ne sont même pas de même intensité, d'où la différence des couleurs. Votre honneur, foutez-moi ça en prison. Bon, c'est vrai. Le gars prend les gens pour des cons. Moi, je ne suis pas physicien, mais il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand tu me prends pour un con. Bon, donc du coup, regardez ça. Nos ancêtres savaient que les grains, la lumière, ce n'est pas un vaisseau, ce sont des grains. Et vous savez comment on le sait? On le sait parce que 2 imbéciles ont fait croire qu'ils ont inventé des choses. Planck a fait croire qu'il a inventé les contacts. Les contacts, ce sont les fleurs qu'il y a sur la dame de Tempéré, puisque ce sont des paquets d'énergie, donc des paquets de photons. Et lorsqu'Albert Einstein parle des photons, c'est faux, parce qu'au British, au musée du Louvre, il y a le sarcophage du prêtre Gédor. Et qu'est-ce que c'est que le sarcophage du prêtre Gédor? C'est la lumière qui s'échappe du soleil en forme de grain. Et qu'a dit le professeur Sobron, égyptologue? La lumière, pour les Égyptiens, la lumière est une pluie de particules lumineuses, photons, comparable à la fine poussière qui sort d'un tamis. Et qui a organisé ça? C'est pas la lumière qu'on voit sous la forme de grain? Hein? C'est qui organise l'escroquerie intellectuelle à grande échelle comme ça, qui nous fatigue tout le temps? Hein? Qui a inventé l'heure, la minute et la seconde? C'est nous. Il y a un texte qui dit « Heureux que soit ce jour distribuant ses minutes. Heureux que soit cette nuit distribuant ses heures. Heureux que soit ce jour distribué, ce mois distribuant ses quinzaines. Heureux jour que soit cette année distribuant ses mois. » D'accord? Heureux jour que soit cette éternité distribuant ses années. Heureux jour que soit cette pérennité. Que tout aille bien quand ils viendront pour toi périodiquement. Vous avez les minutes, vous avez les heures. Qui est-ce qui a dit qu'une heure fait 12 minutes? C'est nous. Mais on n'a pas parlé en temps heure, on a parlé en temps séquence de musique. Donc, tout ça pour dire, voyez-vous, que, non, on prendra les questions après, parce que j'ai pas le temps. Donc, alors, ici, la question c'est pourquoi nous? Parce qu'il y a un problème, mes chers amis. Pourquoi cette femme, quand elle est debout, son mari lui arrive là? Là, ici, là. Pourquoi cette femme, quand elle est debout, son mari lui arrive là? Hein? Est-ce que vous savez pourquoi?
Parce que l'énergie cosmique, c'est 70% de l'énergie totale. L'énergie tellurique, c'est 30%. C'est pour ça qu'elle est plus grande que son mari. Parce que l'énergie cosmique n'a pas l'intensité de l'énergie tellurique. Et c'est ce qu'ils ont tenté de nous faire comprendre, bande d'abrutis que nous sommes. Au lieu d'étudier ça, nous sommes de Jésus-Christ qui parla à Moïse et qui descendu à cheval pour aller voir si Aaron est en train de manger un bifteck. Bon, lorsqu'on fait l'adoration au soleil, est-ce que vous savez pourquoi Notez vos questions. on se fait l'adoration au soleil comme ça? Parce que sous les pieds, d'accord, il y a ce qu'on appelle les capteurs énergétiques, de l'énergie tellurique, et qui alimentent tous les organes. Et qu'est-ce qui se passe quand on met la position du quart? Puisqu'on dit oui, c'est une forme de prière égyptienne. C'est parce que les photons de lumière, il faut qu'ils alimentent les organes qui sont sur les mains. Et que lorsque tu n'es pas alimenté, tu n'as pas d'énergie, tu vas à la pharmacie, tu es fatigué.